Bonjour Margot, Salut, ça va? Tu vas bien? je vais très bien et Oui, toi? ça va, super. On m'entend et tout, comme il faut? Ouais, moi en tout cas, je t'entends très bien et toi? Ouais, c'est super, c'est super. Ok, super. Bon bah je vois qu'il y a pas mal de monde là qui est en train de se connecter, c'est top. On peut attendre 2 minutes hein, si tu veux. Oui, le temps que tout le monde se connecte. Ça Bon fait bah super de live, c'est très rigolo, ça me rappelle le Covid un peu. ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que nous, on a beaucoup l'habitude de passer par les lives parce que comme on est très tourné vers l'international, forcément, si à chaque fois on devait prendre l'avion pour aller parler à une telle ou à un tel, on se sentirait pas. Mais c'est vrai que ça donne un petit peu des airs de post-Covid, tout ça. À fond, à fond. Mais en plus sympa, hein, soyons clairs. Oui, c'est clair. C'est clair. Puis en plus, je pense que c'est un sujet qui va quand même intéresser beaucoup de personnes parce que comme on va le voir, c'est quotidien, ça peut arriver à tout le monde. Je pense que c'est arrivé à énormément de personnes qui vont nous Mhm. rejoindre. Donc, je suis super contente que, ouais, il y a vachement de monde. Et puis, bah, merci beaucoup à toi parce qu'on avait très envie de te rencontrer chez Feel Better. Donc, C'est trop cool et je suis vraiment super fan de ce que vous faites. C'est chouette, enfin, c'est des chouettes initiatives et voilà, moi je crois que au plus on va parler de ce type de sujet et au plus on va les faire aussi vivre dans la société et au fait, au final, c'est comme ça qu'on arrivera à les solutionner. Donc voilà, visibilisons un max, c'est trop important en tout cas. c'est vrai, et bon, on va un petit peu très brièvement, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais parler de ce qu'on fait un petit peu chez Feel Better et pourquoi nous, on fait des lives et beaucoup d'actions comme ça, à être en partenariat sur des soutiens en santé mentale et que ce soit après vraiment des sujets très vastes, mais toujours avec cette idée de mais qu'est-ce que ça va provoquer sur soi et comment on va pouvoir évoluer par rapport à ça. On Mhm. a vraiment très à cœur d'être dans un côté très préventif, Oui. de aussi casser les tabous. On veut vraiment arriver avec cette idée que aller chez le psy et parler de sa santé mentale, ça doit être aussi facile et démocratisé que j'ai la grippe, je vais chez le médecin et je parle de mes symptômes. C'est marrant, c'est un parallèle que je fais souvent à mes potes, tu vois, qui hésitent un petit peu justement à franchir le pas d'un une psychologue, c'est de dire, mais enfin, si tu avais un bras cassé, t'hésiterais pas une seconde en fait. Et c'est vrai que tu as raison, que les tabous sont tellement fort présents que voilà, et même sur la question des cyberviolences, bah, on se dit, ok, c'est un espace virtuel et tout, enfin, je vais pas déjà rentrer dans le vif du sujet, mais en fait, tu te rends compte que les répercussions, telles qu'étudiées même par la science aujourd'hui, Oui, bah, oui. différent que de se faire harceler dans une classe ou dans d'autres espaces de notre société. Donc en fait, c'est bien aussi de relier, tu vois, toutes ces questions-là. J'ai l'impression que c'est un tabou sur un tabou, tu vois. C'est Oui, le tabou des réseaux sociaux plus le tabou de la santé mentale. Et alors tu arrives à un truc où en fait tu es désemparé quand ça t'arrive. Et à la limite, les gens publics qui éprouvent ce genre de difficultés et tout, ben voilà, il y a quand même des ressources, etc. Mais en fait, tu as plein de gens et plein de femmes qui souffrent en silence de violences en ligne. Donc voilà. Mais pardon, je rentre déjà trop dans le sujet. bah, et justement, c'est exactement ce qu'on va voir, puisque donc je pense que là, on va pouvoir commencer notre live. C'est vrai, c'est un sujet, une thématique autour des cyberviolences, mais davantage à caractère sexiste et sexuel. Ce que je pense qu'on peut déjà préciser, et tu me diras si tu es d'accord, c'est que l'histoire du sexisme et l'histoire des violences sexuelles, ce n'est pas qu'attribué qu'aux femmes. Bien sûr, on va le voir, malheureusement, les femmes sont les cibles numéro un, mais ça me paraît déjà être quand même un éclaircissement à faire. Le sexisme, ce n'est pas que vers les sexes féminins, ce n'est pas que vers le genre féminin. On peut tous être victimes de sexistes, encore plus de violences sexuelles. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de difficultés à le dire quand on est un homme, justement à cause de tous les dictats de la société, de mais t'es un homme, tu dois pas être vulnérable, etc. Alors que les femmes, c'est tellement inscrit dans l'inconscient collectif qu'elles sont plus vulnérables et plus fragiles, et des fois à tort, selon les sujets. Voilà, donc déjà, je voudrais bien signaler que le sexisme et les violences sexuelles, c'est pas que vers les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec Ouais, ça? et en fait,
c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est un problème structurel qui est à ce qu'on appelle le patriarcat. Et donc, des années, des centaines d'années, des décennies, des siècles d'apprentissage genré des rôles dans la société, d'apprentissage de certaines normes. Par exemple, moi, je suis toujours très touchée de certains artistes. J'imagine que tu connais Mehdi de Preto, par exemple, qui fait des textes justement où il remet en cause la masculinité et lui-même Mm. en fait, le masculin tel qu'il est construit par la société, donc en fait, peut avoir des répercussions sur toute la société dans son ensemble. Et donc, c'est Mm. bien important, je trouve, de remettre ça toujours en structurel, tu vois, et de se dire, en fait, on Mm. est en train de dire, il y a des individus séparément qui, pouf, par magie, commencent à avoir des comportements qui sont dangereux, qui génèrent de la violence, etc. On est bien face à un système, et preuve en est que, par exemple, tu remarques que toute la chaîne de, comment dire, par exemple sur la justice, sur l'accueil dans les commissariats, tout ça est imprégné en fait. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est très difficile, parce que je veux dire, si c'était juste le problème de quelques individus nocifs dans la société, il suffirait quelque part de les poursuivre en justice, de les sanctionner, et ce serait réglé. Le problème étant que c'est beaucoup plus au cœur. Quand on voit la manière, par exemple, qu'on a d'apprendre certaines choses à l'école, comme tu le disais très bien, mais les rôles qu'on a, alors la sensibilité, c'est le truc des meufs, Mm. la virilité, la violence et l'action physique, on va dire, c'est le truc des hommes. Et en fait, ça te génère des inégalités dans toute la société et qui profitent en fait, qui sont désastreuses dans leurs conséquences et qui créent aussi des difficultés chez chacun et chacune de manière, voilà, de manière Ouais. individuelle, mais parce que c'est un problème collectif, quoi. Absolument. Nous, en psychologie, mais qui est un petit peu repris chez nous en France dans le côté politique et sociologique, on dit que c'est systémique, mais qui en fait est un synonyme de structurel où le problème n'est pas contenu en certains individus isolés, mais bel et bien intégré dans un système et où malheureusement chaque strate du système va venir entretenir et des fois sans s'en rendre compte malheureusement du fait de perpétuer les violences, de perpétuer le sexisme et de limiter les chances de s'en sortir. Alors, donc pour ce live, je dis déjà bonjour à toutes et à tous parce qu'on était lancé là, on était lancé dans notre truc et on en a oublié de dire bonjour quand même. Donc bonjour, bonjour. Bienvenue sur notre live. Pour ma part, donc je vais me présenter. Je m'appelle Satinka, je suis la fondatrice de Feel Better, la French Therapy chez vous, partout. Si vous ne nous connaissez pas encore, vous pouvez aller par la suite après le live sur notre profil pour regarder ce qu'on fait. Donc, on sait nous, on s'occupe des Français et des francophones qui n'ont pas accès aux psychologues dans leur pays d'expatriation et on leur donne accès aux soins en santé mentale. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, les cyberviolences. Pour en discuter, on a le plaisir d'accueillir Margot Deray, qui est donc une députée bruxelloise, mais aussi experte en numérique, et c'est ça qui change beaucoup de choses. Ses combats, le digital, l'égalité femmes-hommes, la culture, les médias. Engagée et au phrasé percutant, elle fait des cyberviolences l'une de ses missions numéro un. Margot, bonjour, merci d'avoir accepté notre live. Bonsoir à toi, merci beaucoup et aussi pour cette jolie description élogieuse qui montre beaucoup de combats dans la vie. Donc voilà, mais donc merci de me permettre aujourd'hui d'en aborder un qui m'est vraiment très très cher. Mmh, absolument, on a vu ça et c'est pour ça qu'on tenait à ce que tu interviennes, ce que tu as très gentiment accepté. Alors, en France comme en Belgique, les cyberviolences explosent. Et pour démontrer malheureusement cette recrudescence, rien de tel que quelques chiffres. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on peut mettre aussi nos sources dans les commentaires du live pour voir où est-ce qu'on est allé récupérer tout ça. Alors, comme je le disais, puisque nous, on vient en aide aux Français francophones dans le monde, ça nous a paru pertinent de expliquer où se situe la France au niveau de la cybercriminalité. Donc, il faut bien comprendre que nous sommes 197 pays recensés dans le monde et la France est cinquième en cybercriminalité. Donc, c'est
énormissime. On est 5e sur 197. Et pour donner une vue d'ensemble à celles et ceux qui nous regardent depuis partout dans le monde, donc en termes de classement, en numéro 1, on retrouve l'Inde, en numéro 2, les États-Unis, en numéro 3, l'Australie, en 4 et 5, ex aequo, la France et les UK, en 6, l'Allemagne et le 7, le Japon. Donc, on voit que la France n'est pas en reste. On a quand même beaucoup, beaucoup de travail. Qui sont les victimes des cyberviolences? On observe que 84% sont des femmes, 58% issues des minorités de genre, 80, 43% du milieu sont du LGBT et 22% sont des personnes en situation de handicap. Donc, on voit déjà dans l'analyse des chiffres qu'il y a quand même une très, très nette tendance à aller discriminer et violenter les personnes qui sont, comme on le disait tout à l'heure, inscrites dans l'inconscient collectif comme étant plus faibles, plus vulnérables. Et regardez les chiffres pour la Belgique et ils sont grosso modo les mêmes que ceux que tu donnes. Donc, comme ça, tu vois l'espace Ben francophone, en voilà. fait. Et c'est ça. Donc, voilà, c'est super intéressant aussi de se dire que, en fait, c'est pas juste, enfin, la France n'est pas une île là-dessus, mais elle reçoit une situation relativement similaire à son pays voisin. Malheureusement. Donc on s'est demandé, on est allé chercher, on se dit mais qui c'est les auteurs qu'est-ce que ça représente? Parce que les chiffres sont quand même assez alarmants. Donc dans 74% des cas, des Mmh. hommes sont impliqués. Mmh. Mais on a identifié 2 autres vecteurs du fait de la perpétuation de ces violences, Mmh. c'est-à-dire que le système entretient également le fait que ces violences se produisent. Pourquoi? Parce que en France, 70% des plaintes Ouais. ont été en ensuite et un tiers des victimes se sont vues refuser le dépôt de plainte. Alors, je ne sais pas comment se positionne la Belgique sur le code pénal, mais nous, en France, c'est formellement, et je tiens à le dire ici dans ce live, aucune personne détentrice de l'autorité ne peut vous refuser un dépôt de plainte pour quoi que ce soit. C'est formellement interdit. C'est un droit. Et c'est pour ça qu'ils ont l'obligation, via le code pénal, de prendre vos plaintes. Donc vraiment, si vous êtes victime de cyberviolence ou qu'il vous arrive quoi que ce soit et que vous allez dans un commissariat ou dans une gendarmerie et qu'on vous dit non, c'est faux et vous trouvez très facilement l'article du code pénal sur Internet. Et je pense même que maintenant, ça a été facilité chez vous pour le dépôt de plainte, qu'on peut même le faire en ligne, si je ne me trompe pas. Alors c'est un pré-dépôt. Ouais, en pré-dépôt, c'est ça. Mais ce qui peut donner parfois confiance aux gens pour quand même déjà Oui, avoir fait une démarche préalable. Mais donc effectivement, on a le même cadre légal ici, et c'est important toujours aussi de répéter aux personnes il y a personne qui vérifie entre guillemets la légitimité ou non d'aller à la police. C'est-à-dire que comme les cyberviolences, c'est un peu confus, on ne sait pas toujours si est-ce que je suis vraiment victime ou quoi. En fait, la ouais. première on est victime, c'est soi-même. Et si on sent qu'une ligne rouge a été franchie, eh bien, en fait, le seuil du commissariat, il doit pouvoir être franchi aussi. Et ça, c'est vraiment très Oui. important de se dire, OK, mais il y a des femmes qui, par exemple, reçoivent des milliers de messages d'insultes. Moi, j'ai juste reçu une dizaine de gens qui m'ont insulté. Du coup, je me sens pas légitime. Mais en fait, c'est vraiment, il faut essayer de déconstruire cette idée-là. Il n'y a pas de bon harcèlement et de mauvais harcèlement. En fait, il y a du harcèlement où on se sent soi-même dépassé dans des limites qu'on a par rapport à notre vie privée, par rapport à ce qu'on est voilà, ce qu'on reçoit comme violence. Et à partir de ce moment-là, on est tout à fait légitime à aller porter plainte. Oui, et merci, vraiment merci de le préciser. Et ça rejoint justement le troisième facteur, ce dont tu parles, qui est la stigmatisation sociale. Parce que on y reviendra, on va faire vraiment un tissage psycho, politico, socio durant ce live. Une victime, elle se dit pas toute seule, je suis pas légitime. Mhm. Ça, c'est comme le sentiment de honte. C'est-à-dire qu'on n'a pas honte tout seul. Si on a honte, c'est que il y a un système où il y a des personnes, où il y a un environnement qui nous provoque ce sentiment de honte. L'illégitimité, c'est pareil. C'est-à-dire que quand une victime ne se sent pas légitime d'eux, c'est parce qu'elle a été témoin de propos ou d'agissements où il y a eu de l'invalidité de sa démarche et de son vécu et de pourquoi elle se sent victime d'eux. Donc, on a trouvé aussi des chiffres
autour de ça. C'est-à-dire que 36% des victimes affirment avoir été culpabilisées Bien sûr. par leur entourage ou des professionnels. Mhm. Ce qui est pire encore. Et ce chiffre monte jusqu'à 69% Mhm. quand il s'agit des cyberviolences sexuelles. Donc, c'est-à-dire que nous, on le voit, hein, ne serait-ce qu'en professionnel de santé, tout ce qui est nudes, tout ce qui est sexting, effectivement, c'est vrai, ce n'est pas un mythe. Énormément de victimes reviennent vers nous disant, je n'ai pas pu déposer plainte parce qu'on m'a dit que c'était de ma faute si j'ai envoyé des nudes ou si j'ai sexté avec quelqu'un. Votre sexualité, là, tous ceux qui nous regardent, toutes celles qui nous regardent, ça ne regarde que vous. Si vous vous sentez à l'aise avec ce que vous faites et que vous vous sentez en confiance avec quelqu'un, vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Et si cette personne, malheureusement, elle vient à ne pas respecter le fait que c'est votre image, que ce sont vos propos, que c'est votre intimité, le coupable dans l'histoire, c'est cette personne. Et ce sera jamais vous. Mhm. C'est un peu ce vieux mythe de comment est-ce qu'on était habillé le jour où on a vécu une violence sexuelle dans la Exactement. si tu portais quoi ce jour-là, etc. C'est la même philosophie derrière. Et effectivement, comme tu dis, c'est hyper problématique. Donc, c'est vraiment des choses aussi qu'on doit pouvoir déconstruire et le dire souvent qu'en fait, c'est pas de la faute des victimes. Oui, et on ne le répétera jamais assez, je pense. Une fois qu'on avait l'ensemble de ces chiffres, on s'est demandé, mais est-ce qu'on a du chiffrage sur les conséquences? Parce que nous, par exemple, on le voit constamment. J'imagine que toi aussi, en tant que Bien. député, je vois que tu es hyper engagé, que tu es tout le temps sur le terrain et c'est top. Et merci d'ailleurs, ils ont beaucoup de chance de t'avoir en Belgique. Mais en termes de quantification, des fois c'est un peu difficile parce qu'on sait très bien que toutes les victimes ne vont pas déposer plainte, que toutes les victimes ne disent pas qu'elles ont été victimes de quelque chose. Néanmoins, les chiffres sont dramatiques. C'est-à-dire qu'une victime sur deux, donc c'est énorme, déclare que l'impact s'est diffusé sur sa vie personnelle et professionnelle. Le chiffre d'après nous a catastrophés. Mhm. C'est-à-dire qu'une victime sur sept a essayé de se suicider plusieurs fois. Ouais. Donc c'est gravissime. Et parmi les victimes LGBT, on a également trouvé que 3 fois plus se sont mutilées et ont subi 2 fois plus de cyberviolence. Je précise que tous ces chiffres, ils proviennent notamment de sondages Ipsos, donc c'est ultra vérifié hein, chez nous en France, Ipsos, c'est ultra fiable. C'est pas sorti du chapeau, ces chiffres, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra vous mettre les liens après. Euh, Après tous ces chiffres, Margot, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, voilà, c'est un phénomène que je suis depuis plusieurs années parce que je vois bien que c'est une espèce de séisme qui nous arrive. C'est-à-dire que on a vu ces 15 dernières années l'utilisation des réseaux sociaux augmenter de plus en plus. Et en fait, on se rend compte que c'est, excuse-moi l'expression, mais le Far West, dans le sens où il y a Mmh. légaux qui existent. Alors la France est différente de la Belgique, qui est encore différente des autres pays, mais on voit qu'il y a des petites tentatives de légiférer, mais on voit, comme tu le dis, qu'il y a un chiffre noir terrible de personnes qui ne se rendent même pas compte en fait qu'elles sont victimes de Mmh. quelque chose de légal. Deuxièmement, on sent aussi que du côté des institutions, que ce soit la police, la justice, les professionnels de l'accompagnement des enfants dans les écoles, bref, toutes les personnes qui devraient en fait à un moment donné tirer la sonnette d'alarme, il y a une méconnaissance du sujet. Mmh. Moi, ça m'est personnel d'aller dans un commissariat pour porter plainte contre un cyberharceleur et d'avoir en face de moi une personne qui était très sympa, hein, mais qui comprenait pas du tout, qui n'avait jamais utilisé les plateformes de sa vie. Et donc ça, c'est Mmh. quelque chose qui complexifie les choses. Et trois, c'est qu'on est dans un contexte où les plateformes, elles se multiplient. Leur usage change très vite. Rien que, tu vois, Instagram, par exemple, entre le début et maintenant, mais il y a plein de nouvelles fonctionnalités, plein de nouvelles manières, en fait, d'interagir avec les personnes. Je parle même pas de TikTok, je parle même pas de toutes les plateformes qui émergent. Et en fait, on se rend compte que même les législations, quand elles voient le jour et le contrôle, le maigre contrôle qui commence à voir le jour, ils sont dépassés parce qu'en fait, il y a tellement de plateformes, tellement de codes différents que tout ça est un peu difficile à suivre et je comprends la difficulté. Mais le problème qu'on a, je crois, c'est qu'on a laissé aussi tout ça se développer sans Mmh. trop pression.
on sait que les premières personnes qui ont commencé à parler des violences qu'elles vivaient en ligne, elles l'ont fait avec des cas des fois très graves. C'était les premiers cas qui étaient médiatisés, comme tu le disais, trigger warning pour ceux qui nous écoutent, mais de suicides par exemple, qui se sont produits, qui ont été visibles dans les médias. Mm. Et en fait, seulement à coup de ce genre d'actualité terrible que là, des personnes ont commencé à se dire, mais tiens, on n'aurait pas quand même un problème. Tu vois, Mm. rien que les cadres légaux, en général, ont très peu intégré la question des réseaux sociaux, tu vois. Par exemple, ici en Belgique, nous, on a un cadre légal qui est complètement obsolète et qui considère qu'une parole écrite sur Internet est un peu l'équivalent d'une expression d'un journaliste via la presse, ce qui fait que tonton 007 sur Twitter a en fait une protection, si tu veux, un peu plus grande dans sa liberté d'expression que pourrait l'avoir un journaliste, à juste titre, pour le Mhm. protéger, etc. Mais en fait, on n'est pas du tout dans le même registre. C'est des personnes Mhm. différentes qui n'ont pas du tout de prime. Et donc ça, par exemple, moi, c'est un cas très concret qu'on a ici en Belgique de cadre légal qui est inadapté. Le fait aussi que parfois, les cadres légaux n'offrent pas la même protection à tout le monde. Ou par exemple, tu vas avoir une loi contre le racisme qui est un peu plus solide parce qu'elle était un peu mieux pensée à la base, Dieu merci. Mais par contre, une loi contre les violences liées par exemple au handicap sur les réseaux qui est complètement inexistante. Et en fait, tu as vraiment des trucs qui te paraissent illogiques. Si maintenant j'appelle une personne qui connaît pas du tout le sujet, que je lui explique, voilà, alors Ouais. ici, on a des lois et ces lois, elles ont voilà, différents champs d'action, etc. Et quand on commence à expliquer ça, on va me dire, mais c'est pas du tout logique. Et la difficulté qu'on a, c'est que oui, tout ça avance très vite, tout ça est peu étudié aussi. Je dois dire que c'est rare d'avoir Ouais. des comptes ou des initiatives comme la tienne qui se penchent là-dessus. Il y a des autrices qui commencent à étudier les choses, comme tu dis, des enquêtes, notamment Ipsos, qui commencent à voir le jour. Mais on est vraiment dans le bébé, enfin, tu vois, dans le début, le balbutiement de la question et de son appréhension. Or, comme je dis souvent, Oui. mais on ne comprend pas, qu'on ne quantifie pas, c'est compliqué de le régler, en fait. Oui, et je pense que tu touches à un point qui est quand même assez véridique, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu un tel développement rapide Oui, de ces plateformes et du digital et des réseaux sociaux que le cadre légal n'a pas avancé assez vite et en fonction, et qu'aujourd'hui, il se retrouve dans des espèces d'impasses à faire des remaniements ou à devoir injecter de nouvelles lois, sauf que bon, breaking news, une loi, ça se fond pas comme ça non plus. Il y a quand même beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de discussions, et heureusement, et tant mieux. Mais en attendant, il n'empêche que pendant tout ce temps-là, il y a, comme tu le disais, d'autres plateformes qui sortent. Ça veut dire que les violences continuent, voire qu'elles s'amplifient. Vu qu'il n'y a pas de répercussions judiciaires, ça donne à penser aux personnes qui perpétuent ces violences que, pas grave, j'ai pas de répercussions. Je n'ai pas non plus de prise de conscience de pourquoi c'est interdit ce que je fais, pourquoi je fais du mal à quelqu'un, je suis derrière mon écran, j'ai un pseudo, on ne connaît pas mon visage, c'est hyper facile et j'ai d'autant plus de raisons de ne pas y prêter attention vu que j'ai pas de bien conséquences. sûr. Et en fait, j'ai un parallèle qui peut-être peut parler aux personnes qui nous écoutent, mais c'est un peu comme si, pour le code de la route, on avait laissé tout le monde obtenir une voiture et rouler sans Mmh. aucun apprentissage ni théorique ni pratique. Et puis qu'après, on s'étonne que des personnes se fassent renverser. Mais en fait, ça aurait tenu 5 minutes. Je veux dire, le moment où la voiture est apparue, où on a commencé à réfléchir à, OK, en fait, on va tous circuler dans l'espace public, donc il va falloir des règles, etc. Là où j'ai l'impression que comme il y a un peu cette croyance que le numérique est du coup, entre guillemets, virtuel, bah, Mmh. pas les victimes telles quelles. Enfin, je veux dire, si tu m'invites pas dans ce live, si j'en parle pas, si une personne qui vit ça ne témoigne pas dans les médias, en fait, on se rend pas vraiment compte. Ça, c'est pas dans la rue, c'est pas aussi visible, on va dire, en termes de conséquences. Et donc, moi, je pense que le plus urgent aujourd'hui, c'est de considérer en fait l'espace numérique comme un espace public, ou en tout cas un prolongement de l'espace public, parce qu'en fait, on y fait des débats qu'on a un peu partout dans la société. Enfin, je veux dire, c'est quoi la différence avec quand tu croises des gens dans la rue et que tu te mets à discuter, c'est finalement devenu un peu pareil. Et Mmh. Mmh. à, à, à comment tout ça doit fonctionner. Donc vraiment réfléchir ça et se dire en fait il nous faut un code de la route aussi d'Internet et des pénalités et des sanctions et comme tu dis, ne pas laisser des choses impunies parce qu'en fait c'est le meilleur moyen de laisser un laisser-passer au harceleur. Tout à fait. Tout à fait. Alors,
pour les personnes qui nous regardent, justement, on a sélectionné, alors on était censé vous les diffuser, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas possible. Donc, je vais vous les lire. Donc, on a sélectionné, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc des exemples, en fait, hein, de réseaux sociaux, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir du monde. Euh, sur les réseaux et ils observent qu'il y a peut-être certains propos qui sont un peu border, mais est-ce que c'est de la violence ou on ne sait pas trop, c'est pas très clair. Donc, alors attention, je tiens à prévenir, il peut y avoir certains propos choquants, il peut y avoir certains propos particulièrement violents. Donc, si vous écoutez ce live et que vous êtes un petit peu sensible sur le sujet, voilà, je vous préviens. Si vous êtes avec nous et qu'il y a des enfants à côté, voilà, que vous êtes en train de faire quelque chose, attention s'il y a des enfants à proximité. Par exemple, donc là, c'est un post Facebook écrit par un homme, un internaute, qui met une citation, donc on ne sait pas qui cite ce cher monsieur. Il dit: En chaque femme, il y a quelque chose de bien, mais je dois l'introduire moi-même. Donc, ça, c'est un exemple de cyberviolence à caractère sexiste et sexuel. Un autre exemple sur Twitter, un homme qui écrit au sujet donc du Tour de France et avec des cyclistes femmes. Le Tour de France, c'est ça, un festival de chute collective. Les filles sont-elles prêtes pour une compétition de ce niveau? Je dis ça, mais je dis rien, avec un smiley clin d'œil. D'autres posts Facebook qui donc c'est un homme qui n'est pas en accord avec ce qu'une femme vient de dire au sujet d'une thématique et dans une conversation. Il lui dit: j'espère plus tard que tu seras une femme battue parce que tu es une pute dans tout ce que tu fais. Un autre qui répond donc en faveur de cet internaute: j'espère qu'elle va choper le cancer, cette pute. Un autre qui lui répond: la journaliste de TF1 est une grosse pute qui est juste là pour discréditer Marine Le Pen, quelle pute, et Mélenchon, ta gueule, sale soulard. Voilà, donc typiquement, hein, c'est le genre de tweet, de post Facebook, de post Instagram. Un dernier, donc moins vulgaire, mais tout aussi, qui va en dire tout aussi long. Là, c'est le témoignage d'une femme qui écrit ça. Donc, elle dit: je rentre dans mon immeuble avec une boîte de pâtisserie à la main. La terrasse d'un restaurant est juste à côté de ma porte. J'entends: il est pour nous ce dessert? Une table, 5 hommes. Je dis non. Ils répondent: on parlait pas de la boîte, mais de toi. Voilà. Donc, je tiens à préciser que ce ne sont pas des faits isolés. Tout ça, c'est des choses qui sont quotidiennes, que énormément de femmes subissent. Ce n'est pas quelqu'un, voilà, à qui c'est arrivé. Donc, c'est ça, quand on parle des cyberviolences, ça peut être dans quelque chose d'un petit peu camouflé, ça peut être aussi violent, ça peut être encore plus violent que ça. Quand tu m'entends ce genre de post, qu'est-ce que tu en dis, toi, de ces posts? Ben, moi, j'ai malheureusement l'habitude d'en lire. Alors déjà, à titre personnel, me concernant. Donc, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as lu qui concernait une présentatrice télé. Oui. Savoir que les femmes visibles dans l'espace médiatique, que ce soit parce que elles sont des stars comme Aya Nakamura parce qu'elles chantent, que ce soit des présentatrices télé, que ce soit des femmes politiques du coup comme je peux l'être, et bien en fait en tant que femme visible il y a une sur quantité de messages qui nous sont adressés, alors de messages en général, mais alors du coup aussi une surreprésentation de messages violents. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été aussi étudié. Je pense que, si je ne me trompe pas, 73% des femmes journalistes, selon une étude de ONU Femmes, sont victimes ou ont été victimes de violences en ligne. Et c'est très, très, très... comment dire, inquiétant comme phénomène, parce que comme ce sont des femmes
cibles qui prennent la parole, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elles se font harceler en ligne, c'est aussi un message à toutes les autres qui regardent. C'est un Mhm. peu comme on se promenait dans la rue et qu'une personne se mettait à battre une autre personne et que en fait il ne se passait rien, que personne n'appelle la police, que les autorités n'interviennent jamais. Ça donne un message encore plus fort de se dire en fait attention parce que ça peut vous arriver. Et ça, je trouve que dans le phénomène des cyberviolences, on compte, et c'est très bien de le faire, les victimes disons directes, mais on a ici en Belgique une experte de la question qui est une journaliste qui s'appelle Florence Hainaut, que tu connais sûrement de Ah bah nom, oui. qui dit souvent qu'en fait, il y a aussi toutes les victimes collatérales de personnes qui Mhm. lisent ces contenus, Mhm. qui trouvent cela aussi extrêmement violent. La deuxième chose que j'avais envie de dire, c'est que aussi on se rend compte de la diversité des phénomènes que cela concerne. Donc là, tu as montré à la fois des personnes qui vont s'adresser parler d'une personne mais sans vraiment la mentionner directement, tu vois. Ça va être des choses générales qui sont dites au sujet des femmes. Ça va être une attaque ad féminin, du coup, pour le coup. On insulte vraiment. En fait, on se rend compte que dans les cyberviolences, il y a plein de mécanismes qui existent. Tu en as parlé au début, mais notamment le fait de diffuser à l'insu d'une femme, enfin d'une personne en fait, Mhm. des images à caractère sexuel la concernant sans son consentement, bah, ça fait aussi partie des cyberviolences. Un truc que les jeunes, moi qui me fou, ça me stresse à un point, mais voilà, je trouve que c'est important d'en parler, mais que les jeunes vivent beaucoup, c'est le cybercontrôle. Donc c'est le fait que, par exemple, tu vas te mettre en couple avec une personne et cette personne va te dire, ok, Mhm. si vraiment tu m'aimes et si vraiment on est ensemble, alors on se fait confiance et par exemple tu vas me donner ton mot de passe. Mais en fait, par exemple, ça c'est une forme de cybercontrôle, donc de pouvoir aller voir comme ça dans les messages privés d'une personne, dans sa vie privée, ce qui relève de son intime, qui fait partie des violences en ligne. Et par exemple, tu as beaucoup de cas de femmes qui sont battues par leur mari et qui, dans tout cet engrenage de violence qui passe parfois par de la violence physique, vont vivre des cyberviolences comme le cybercontrôle parce que c'est un moyen d'emprise, parce que c'est un Mhm. moyen de contrôler l'autre et du coup aussi voilà de décupler la violence à son égard. Et donc ça par exemple c'est des choses qui chez les jeunes sont très populaires et qui moi vraiment ça me stresse quand j'ai une jeune qui me dit ça, elle me dit ah mais j'ai passé mon mot de passe à mon meilleur ami et en fait c'est vraiment des choses il faut être intraitable et vraiment expliquer aux gens et aux personnes notamment quand elles sont jeunes et qu'elles peut-être Mhm. elles ont moins les balises Mhm. mais que ça peut donner naissance à de la violence. Oui, oui, alors ça rejoint un point aussi qui est assez corrélé à le cadre légal n'avance pas assez vite, c'est qu'aussi sur le plan éducatif, il n'y a pas eu du tout l'intégration de ces pratiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se comporte sur Internet, comment est-ce que se comporte sur les réseaux sociaux, comment est-ce que justement on peut trouver quelque chose d'étrange et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les aides possibles, quels sont les relais. Et le problème, c'est qu'effectivement, nous, on a exactement le même phénomène ici et j'ai l'impression que c'est pour le coup très international. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas ça que en France. On entend beaucoup aussi de cas comme ça quand ce sont des patients qui résident à l'étranger, que ce soit eux-mêmes concernés ou qui sont témoins de ça, où les jeunes vont banaliser cette pratique. Yes. Ah oui, mais c'est parce qu'on est comme ça, on s'aime trop, on se cache rien. Ouais, C'est avancé, masqué comme ça, sous couvert effectivement d'une forme d'amour et de ouais, je te fais entièrement confiance, je n'ai aucun secret pour toi, etc. Et où il va y avoir tout de suite un levier de ouais, culpabilisation quand il y a une des jeunes ou un des jeunes qui commence à dire bah, c'est un peu mon jardin secret, c'est ma vie privée, mais ça ne veut pas dire que je te cache des choses, etc. Ah oui, mais en fait, tu ne veux pas qu'on partage tout, tu ne veux pas qu'on soit sans secret l'un pour l'autre, tu ne me fais pas assez confiance. Donc tout de suite, on rentre dans un mécanisme qui est pervers ouais, et qui va désarçonner complètement la personne parce que elle se met à douter d'elle-même. Et c'est là où c'est un cercle vicieux. C'est qu'à partir du moment où on va venir craqueler et mettre du doute, l'insertion du doute, ça y est, c'est le début de ouais, l'engrenage et où cette personne, au plus, elle va être mise en doute, donc sa parole est mise en doute, sa liberté de penser est mise en doute, ses propres arguments sont mis en doute. Et ça, malheureusement, ça entraîne quelque chose de délétère et on observe des abus et une recrudescence des violences entre les couples jeunes ou les relations un peu ambiguës jeunes.
là-dessus. Alors, ce qui m'amène à une question qu'on voulait te poser au regard de ces chiffres et donc ce qu'on observe sur le terrain, hein, c'est que les femmes et les minorités de genre sont quand même très prises pour cible. D'après toi, d'après ton expérience et tes connaissances, qu'est-ce qui favorise l'exercice de cette violence envers ces cibles? Moi, je pense que c'est tristement le reflet de les discriminations en général dans la société et que c'est ça qui rend cette thématique cruelle, c'est qu'en fait l'espace numérique va venir répliquer ce qui existe dans tout le reste des espaces de la vie, que ce soit le monde de l'emploi, que ce soit à l'école, que ce soit je sais pas moi dans le monde du cinéma. Enfin, on a parlé du MeToo dans le secteur il y a pas très longtemps, donc j'y pense, mais et en fait, on va vraiment l'exacerber encore plus parce que derrière, et ça c'est quelque chose que je trouve qui est très important de rappeler, on n'en a pas encore parlé, en fait il y a des plateformes. Il y a des plateformes qui auraient le pouvoir de faire quelque chose, de durcir, par exemple, tout ce qui est signalement, d'améliorer de ceci, etc. D'arrêter de développer des algorithmes. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers de cette question-là, mais c'est à quel moment en fait un message sur les réseaux sociaux va arriver dans votre flux d'actualité. Eh bien, en fait, il y a tout un calcul qui est fait pour définir ce qui vous intéresse, etc. Et en fait, on sait, ça a été prouvé, que ce calcul va par exemple favoriser les contenus dits clivants. En fait, contenu clivant, c'est pas juste des opinions politiques qui sont différentes, c'est aussi et souvent le fait de visibiliser des choses qui sont violentes. Et c'est pour ça que parfois, vous avez des personnalités même publiques qui vont tweeter quelque chose sur Facebook, et puis vous allez voir que d'un coup ça va démarrer très très vite. En fait, c'est quoi? C'est juste l'algorithme qui se nourrit des désaccords entre les personnes et de la violence entre les personnes pour se dire ok, je visibilise ça. À ce stade, il n'y a jamais aucune plateforme qui a été sanctionnée pour ça. Alors que finalement, si un message raciste, par exemple, était complètement invisibilisé parce qu'il y a un doute sur le fait que, par exemple, je sais pas moi, si on emploie un certain terme qui pourrait être connoté raciste, eh ben en fait, imaginons, on visibiliserait moins le temps de vérifier si c'est du racisme ou pas par une personne qui serait modératrice de la plateforme. Eh ben là, j'ai l'impression qu'on aurait un peu une modération responsable, si tu veux, des réseaux. Mais aujourd'hui, il y a très peu, de gestes de la part des plateformes pour faire cela. Je pense que, allez, moi, j'ai eu un truc, je me permets de le raconter comme on est entre nous, mais donc, il y a fin 2022, j'ai subi le plus gros raid de ma vie sur les réseaux sociaux. J'avais posté une photo d'un slogan féministe que j'avais vu lors d'une manif. Et en fait, ce slogan était collé sur une église. J'avais pas fait attention. Et en fait, j'ai été accusée de vouloir m'en prendre à l'église catholique, de vouloir, voilà, oui, de faire une atteinte à la liberté religieuse, etc. Ce qui, enfin, quand on me connaît un peu, c'est vraiment pas du tout le style enfin, mon style à moi d'être avec les personnes, notamment par rapport à mon vécu. Et donc, bref, j'ai vécu une vague de haine sans précédent. D'ailleurs, petite incise, mais comme je suis francophone, même si je suis en Belgique, en fait, les gens, au bout d'un moment, ont cru que j'étais française. Et donc, je me suis pris aussi plein de personnes de France qui me prenaient pour une députée enfin, voilà, de l'Assemblée nationale et qui à me harceler en ligne, à harceler mon compagnon aussi. On a menacé de me brûler vive. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs pour rigoler du tout. Et en fait, à la suite de ça, j'ai fait des captures d'écran des messages que j'avais reçus et j'ai fait un post sur mon compte Instagram pour dénoncer ces contenus. Et en fait, j'ai publié le truc, puis il y a des gens qui ont commencé à me dire ah ben courage à toi, c'est horrible, etc. Donc voilà, j'avais envie de pointer ce que je vivais et je trouvais ça important. Et puis tout à coup, mon post Instagram a disparu. Et là, Instagram m'a envoyé une notification et m'a dit nous avons remarqué que vous postiez des messages insultants. Parce qu'en fait, ils ont interprété les captures que j'avais postées comme des messages que moi j'adressais aux gens. Et je me suis dit, parce qu'au moment où ces gens me les envoient, il n'y a aucun contrôle. J'en ai reçu, franchement, quelque chose comme 2 ou 3 000. C'est beaucoup vraiment. Et j'ai jamais eu de protection de la part d'Instagram ou quoi que ce soit. Mais par contre, le moment où moi, je décide de les poster pour les dénoncer, bah, bouf, mon compte se fait bloquer. Et donc ça montre bien aussi l'inaction des plateformes qui, pour moi en tout cas, est aussi, enfin, d'une certaine manière, responsable des contenus qui s'y trouvent. Et dans les leviers politiques, moi, je pense
qu'on devrait contraindre les plateformes à modérer plus vite. Pourquoi est-ce que quand je signale quelque chose, parfois, il faut 2 ou 3 jours pour avoir une réponse? C'est pas logique, en fait. C'est des vies, Mm. c'est de l'intégrité, c'est de la dignité, et c'est assez préoccupant que des plateformes qui sont riches, hein, il faut le dire aussi, et qui ont les moyens. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de parler de petites associations qui ont du mal à joindre les deux bouts, c'est des multinationales, elles jouent en bourse, enfin, je veux dire, les ressources, elles existent. Et donc, moi, je trouve ça préoccupant qu'on n'arrive pas à mettre la pression sur elles aussi pour qu'elles prennent leur part, en fait, dans ce combat. C'est sidérant, ce témoignage. Déjà, merci aussi hein, de ce partage, d'avoir le courage d'en parler, parce qu'effectivement, même si toi, tu es assez habituée à être combative, faut pas non plus oublier que quand il y a des attaques personnelles qui parlent quand même de menaces de mort très violentes, très virulentes, et où en plus tu n'as pas de protection. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand même, ce qui est frappant dans ce que tu racontes, c'est que tu n'as pas de protection des réseaux sociaux. De ce que je comprends, tu n'as pas eu non plus une protection de la part des autorités. Donc, c'est-à-dire que typiquement, tu aurais pu sortir de chez toi, où en tant que député, tu es quand même tout le temps sur le terrain, donc tu aurais pu te trouver n'importe où. Bien sûr. Et donc, en plus, en tant que personnalité publique, en tant que femme politique bruxelloise, enfin voilà, quelqu'un qui aurait voulu mettre quand même en acte ces menaces, t'aurais très facilement trouvé, aurait pu très facilement t'attaquer. Donc, je trouve que c'est quand même doublement sidérant que on ne comprenne pas la dangerosité et Bien sûr. que ce soit très banalisé en fait. C'est derrière un écran, c'est pas si Mhm. grave, Ça. c'est des mots, mais je trouve que tu as parfaitement raison quand tu dis non. C'est des vies humaines et on va en parler de ça, des impacts psychologiques. C'est pas juste des mots, c'est Mhm. pas juste des réseaux sociaux. Il y a quand même des personnes qui ont une vie psychologique derrière, une vie émotionnelle derrière, qui vont après avoir une vie personnelle, une vie amicale, une vie familiale, amoureuse, professionnelle, et qui vont avoir des répercussions de ça. Donc, euh, toi déjà, quand tu es sur le terrain et que tu es au contact de ces Mhm. victimes, euh, quelle est aujourd'hui ta perception et ton évaluation de l'accompagnement qu'elles reçoivent quand elles connaissent ce type de violence? Alors à ce stade, je trouve cela assez inexistant, pour être tout à fait honnête, dans la mesure où, à part quelques associations bénévoles que nous on a en Belgique, mais qui se comptent sur les doigts d'une seule main, Mm, structurellement, par exemple, quand tu vas porter plainte à la police, tu as accès à ce qu'on appelle l'aide aux victimes, mais en fait, mm, elles, je n'oserais même pas les blâmer parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont déjà énormément de tâches et qui sont pas formées en fait. Et qui du coup, allez, peut-être pas toutes, etc. Mais moi, de ce que j'entends des retours, c'est en fait comprennent pas très bien ce que c'est des violences en ligne et à quel point mm, en fait qui sont générées, la violence qui est perpétuée, etc. Tout ça a le même effet que si une personne se fait taper dessus. Enfin, tu vois, c'est vraiment mm, vraiment un manque à ce stade de compréhension de cet enjeu-là. Et pourtant, enfin voilà, je veux dire, on est en train d'en parler toutes les deux. Toutes les deux, déjà rien que nous deux, on comprend très bien les répercussions, à quel point c'est vrai, à quel point c'est tangible sur les personnes. Et donc ça, je crois que ce serait vraiment aussi quelque chose à évoluer. Mais ça ne l'aide aux victimes en général, que ce soit pour les violences en ligne ou même pour les violences sexuelles, etc. C'est quand même quelque chose qui est assez voilà, qui est pas vraiment une priorité politique dans nos pays, je dirais, alors qu'en fait, la non-réparation, elle coûte collectivement aussi. Enfin, je veux dire, des personnes qui ont leur vie brisée, qui sont plus capables de travailler, qui sont plus capables de mm, mm. sont plus capables d'être dans la société, c'est aussi quelque chose de coûteux humainement, mais aussi financièrement. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune bonne raison. D'ailleurs, il y avait on avait reçu au Parlement une association spécialisée en cyberviolence qui chiffrait que ça coûtait enfin, dans les grandes finances publiques, quelque chose comme 80 millions par an d'inaction, en fait. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur boulot, parce qu'il y a des gens qui sont plus Eh capables. oui. Là. Et en fait, tout ça a un coût énorme. Alors que si on améliorait la prévention, que si on améliorait l'éducation, que si on améliorait l'accompagnement des victimes, bah, là, tous ces coûts, entre guillemets, des cyberviolences sur le plan collectif financier,
commencerait au moins à diminuer. Mais à ce stade, on en est vraiment pas là, en fait. Absolument. D'ailleurs, je voudrais aller plus loin dans ce que tu as mentionné au niveau de l'impact psychique. Quand tu dis que, en d'autres termes, hein, nous, sur le plan psy, on va parler d'un effondrement psychique, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur de ton enveloppe, donc tout ce qui va faire que tu es un individu, que tu as construit ta personnalité, que tu es en capacité de te vivre en collectivité, de vivre avec toi-même, Ouais. tout ça, ça s'effondre. Quand tu dis que ça fait aussi mal que des coups, c'est vrai. D'ailleurs, sur les violences de manière générale, les répercussions les plus désastreuses et les plus longues à traiter et à accompagner, c'est l'impact psychique. Même quand c'est quelqu'un qui a connu de la violence physique, la violence physique ne pourra jamais se détacher de la violence psychique. On en revient toujours à un impact psychique pour la bonne et simple raison que nous sommes intrinsèquement liés et qu'on n'est pas juste un cerveau, qu'on est aussi toute une psychologie, qu'on a tout un fonctionnement émotionnel qui fonctionne en permanence. Et donc, c'est ça qui va indubitablement prendre. Dans les violences de cyber, puisqu'on n'est pas, et c'est très vrai aussi, quand il y a ce côté un petit peu nébuleux comme ça. Ça se passe pas dans le vrai, c'est pas palpable. Mais en vérité, quand on est en traitement avec ces victimes-là et que on les accompagne dans leur reconstruction et le dépassement de leur traumatisme, on voit que ça a fait ce qu'on appelle intrusion et effraction. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le jargon qui commence à se développer dans les cours de justice, dans les procédures judiciaires, on amène la notion de viol psychique. Ah oui. Donc, c'est-à-dire que on comprend bien qu'on ne parle pas d'un viol Ouais. physique, mais la personne va avoir, par exemple, des stress post-traumatiques similaires à un viol, une déconstruction d'elle-même similaire à un viol, d'être complètement dans des états d'angoisse, une perte de confiance en elle-même, d'avoir un sentiment de honte et de culpabilité exactement de la même façon que les personnes qui ont subi des viols. Pourquoi ? Parce qu'elles ont tellement été effractées sur le plan psychologique que tout s'écroule et elles ont complètement été intrusées dans leur intimité et dans le très 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 personnel de qui elles sont. Donc d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous regardent, si vous voulez, dans les questions, que je revienne un petit peu plus sur cette notion de viol psychique et de pourquoi ça marque énormément, enfin, on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, s'il y a des gens qui ont autant de conséquences et qui en arrivent à autant faire de TS, de tentatives de suicide, c'est pas du cinéma. C'est pas des gens qui surjouent, qui sont un petit peu trop sensibles. C'est que ce sont des répercussions de violence qui sont réelles, qui sont vraies et qui sont vraiment à prendre très au sérieux. Alors, oui, Vraiment incroyable ce que tu viens de dire, parce que je pense que j'aurais jamais pu le dire de cette manière-là. Et le fait que ce soit aussi porté par une personne qui est spécialiste, c'est vraiment ça en fait. Et pour témoigner de manière tout à fait personnelle, c'est bizarre aussi pour la personne qui le vit de réaliser en fait le fait que, donc moi à plus forte raison, c'est virtuel, mais c'est aussi dans mon cadre professionnel. Donc ça fait une double, que tu pourrais imaginer comme une double barrière. Sauf qu'en fait, à partir du moment où quand tu sors de chez toi le matin en ouvrant la porte d'entrée, moi ça m'est arrivé plein de fois d'avoir un espèce de tiens, s'il y a quelqu'un derrière. Mais en fait, tu te rends compte que ces barrières, elles n'existent plus et qu'en fait, ça t'a affecté toi parce que on a ciblé ton copain, on a aussi ciblé ta mère, on a aussi ciblé, je pense à certaines journalistes françaises comme Nadia Dam qui ont été cyber harcelées et dont la fille a été ciblée par les violences. C'est fini à un moment donné, tout ce que tu penses être des barrières qui te protègent, ça n'existe plus. Et donc, ce que tu viens d'énoncer et d'expliquer, et c'est exactement ce qui se passe chez les victimes. Et ça se lit, tu t'en rends compte quand tu parles avec elles que c'est ça en fait, c'est vraiment, ça a pénétré à l'intérieur d'elles-mêmes.
et ça rejaillit, ça ressort. Tu n'as plus de zone où tu es protégé parce que je trouve que ce qui est assez percutant aussi, c'est que les cyberviolences, comme c'est sur nos smartphones que l'on les vit, c'est tout le temps avec nous. Et par exemple, je ne compare pas et je n'hiérarchiserai jamais sur toutes les violences qui sont vécues, mais parfois, quand tu vis une situation de violence liée à une personne, si tu t'éloignes de cette personne, ça t'apaise un peu. Tu vas partir en vacances, ça va un petit peu améliorer la situation. La difficulté, c'est que les cyberviolences, en fait, elles sont là, elles te suivent. Et qu'à partir du moment où tu as un téléphone, et ce qui est notre cas à toutes, en fait, elles te suivent partout. Des fois, quand tu te réveilles le matin, tu ouvres ton téléphone, tu t'y attends pas, pouf, un message d'insulte. Tu reviens de vacances, tu es dans le train, pouf, un message d'insulte. Et ça, je trouve ça vraiment très insidieux aussi dans cette manière que ça filtre à l'intérieur. Oui, et tu décris exactement donc ce phénomène d'intrusion où parce que il y a ce qui est au cœur de ça, c'est un non-consentement permanent, puisque justement il n'y a plus ces barrières. Quand tu es dans la vie réelle, même si ça ne veut pas dire que les agresseurs ne peuvent pas venir jusqu'à toi, là typiquement c'est dans ta poche ou dans ton sac à main ou dans ta sacoche ou dans ton sac, mais tu es vulnérable à n'importe quel moment, à n'importe quelle seconde, et ça crée aussi un épuisement psychique très important qui est lui aussi délétère. Alors, ça se passe en Belgique, ça se passe en France, ça se passe partout dans le monde, on le sait. On a chacun nos dispositions légales, même c'est quand même sur pas mal de choses, on est quand même assez similaires entre la France et la Belgique. Néanmoins, sur le plan européen, parce que on a aussi cette force-là, hein, cette puissance de frappe de faire de la législation nationale, mais aussi sur le plan européen. Qu'est-ce que tu penses que le Parlement européen pourrait faire pour protéger les victimes? Alors, il y a un premier pas qui a été fait et franchi récemment, qui s'appelle, alors désolé pour le jargon, mais le Digital Service Act, qui est un texte qui, parmi ses nombreuses missions, est censé notamment un peu plus aiguiller, légiférer sur ce qui se passe en ligne, notamment parce que ce que beaucoup de pays remarquent et beaucoup de situations auxquelles les personnes sont confrontées dans les différents pays, c'est cette question, comme je le disais, de la modération, du retrait des contenus, etc. Et donc, il y a un premier pas qui pourrait toujours être plus grand et plus fort, évidemment, mais je l'exprime ici tel qu'il existe, qui va dire que progressivement, on va commencer à tenir pour responsables les plateformes. Alors, il y a eu quelques cas, par exemple, de plaintes qui ont été déposées contre Twitter, enfin, donc X maintenant, contre Facebook. Et en fait, on remarque que petit à petit, cette idée de la responsabilité des plateformes a fait son nid. Moi, ce que je crois qu'il serait nécessaire de faire, c'est d'aussi avoir un cadre légal. C'est toujours comme ça avec le cadre européen, c'est que c'est un cadre légal minimum. Et puis après, chaque pays peut aller plus loin. Mais on pourrait avoir un cadre légal minimum qui serait de l'ordre de la protection des victimes et des cibles. Pourquoi? Parce que comme tu dis, en fait, aujourd'hui, si tu es dans tel pays ou dans tel autre pays, tu n'as pas la même protection. Et ça, je trouve que ça pourrait être une direction qui serait donnée par l'Europe, de dire, en fait, voilà, ça, c'est le minimum qu'on doit faire. C'est la formation des agents de police à l'accueil des plaintes. C'est une juridiction adaptée à traiter les cyberviolences avec des juges formés qui devraient s'y pencher. Tout ça, ce serait en fait peut-être une boussole qui permettrait, je crois, de mieux aiguiller les États pour légiférer. Parce que, et moi, c'est quelque chose qui pour moi est fondamental, on a beaucoup travaillé dans nos États démocratiques à la question de la liberté d'expression. C'est quelque chose qui est fondamental dans toutes les législations, que tu es en Italie, que tu es au Portugal, enfin ça existe. C'est expliqué, on protège les personnes pour qu'elles puissent s'exprimer, exprimer des opinions. Ce dont on ne parle jamais, c'est de la question de la sécurité d'expression. C'est-à-dire que si une femme noire connue internationalement, une femme politique, prend la parole sur les réseaux, elle sera toujours plus vulnérable qu'un Donald Trump, par exemple. Et ça, tu vois, il y a rien qui réfléchit, ne fût-ce que dans les textes de loi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une occasion manquée de renforcer l'égalité et l'équité. Tu sais, il y a cette espèce d'image qu'on montre toujours sur l'égalité, que en fait, c'est pas donner la même chose à tout le monde, c'est donner à tout le monde en fonction de ses besoins. Exactement. Et ben moi,
liberté d'expression, on n'est pas toutes et tous égaux et qu'en fait des personnes en ont une plus grande jouissance, une plus grande facilité à y accéder, alors qu'aujourd'hui, des militantes féministes, par exemple, dans plein de pays, dans tous les pays du monde, à mon avis, quand elles prennent la parole sur les réseaux, en fait, elles s'exposent et donc on doit prévoir ça dans les Oui, cadres nationaux. Et l'Europe est le bon endroit pour le faire. absolument, absolument. Il y a beaucoup de personnes qui vont revoir ce live parce que ce sera dispo en replay, donc dans nos stories permanentes et sur notre YouTube. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui sont victimes de cyberviolence? Alors, je vais rendre à César ce qui est à César. On a donc une journaliste belge, comme je te disais, qui a écrit un bouquin que j'ai pris avec moi, qui s'appelle Cyberharcelé. Et ce sont des étapes pour comprendre et lutter. Et en fait, Florence Hainaut, donc qui est journaliste, a réussi cette espèce de prouesse que moi j'avais jamais réussi à vraiment regrouper toute une série de conseils très 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 pratiques sur comment faire en fait quand on est confronté à des cyberviolences. L'avantage, c'est que tu as des conseils qui sont adressés à l'entourage. Et ça, c'est important. Comme tu Ah disais, oui. ne pas culpabiliser les personnes. Ne pas leur dire, par exemple, ah, mais coupe ton téléphone, ça passera. Parce que, comme on l'a expliqué ici, en fait, ça te suit tout le temps. Et donc, c'est malheureusement souvent assez creux. Et alors, pour les personnes, il y a toute une série de conseils qui sont abordés. Moi, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, qui concerne en fait notre présence en ligne. C'est-à-dire que je sais que c'est dommage de dire ça. Je sais que dans un monde idéal, ça ne devrait pas reposer sur nos épaules en tant que cible potentielle de cyberviolence. Mais en fait, il faut faire attention, il faut qu'on soit vigilante. C'est vraiment, comment dire, à reculons que je donne ce genre de conseils parce que normalement, ce serait la société qui devrait nous protéger et pas Mhm, nous-mêmes. mhm, De la question des cyberviolences, moi, aux femmes que j'accompagne, notamment par exemple qui se lancent en politique ou qui savent qu'elles vont être plus visibles en tant que militantes, je dis toujours recherchez votre nom, votre adresse privée sur Google pour voir s'il y a des résultats qui sortent. Moi, au tout début de mon mandat au Parlement, par exemple, je me suis aperçue dans une discussion entre des personnes sur Twitter que mon adresse privée était disponible sur Internet en fait. Et ça a été une véritable claque parce que je l'ignorais et ça m'a plongée vraiment dans une insécurité énorme parce que je me suis dit, OK, ces gens sont en train de faire mhm. des blagues sur le fait qu'ils ont en fait mon adresse. Et très vite, j'ai trouvé le document sur lequel mon adresse privée appartenait. Par ailleurs, c'était un document du Parlement. Et donc, je me suis dit, purée, est-ce qu'on peut faire un petit peu attention avec ce genre de données? C'est quand même assez sensible. Et donc, de faire ce travail, d'aller chercher un tout petit peu ce qu'il existe sur nous, sur les réseaux, enfin sur Internet en général, ça me semble essentiel. Et aussi de protéger du coup ses comptes. Le mot de passe Poupoune56, c'est fini. Il faut, euh, ça valait il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il faut essayer d'avoir des mots de passe qui sont sûrs, les changer régulièrement et surtout ne pas les donner aux personnes. Et alors, quand on est malheureusement confronté à une vague de cyberviolence, alors ça peut aussi intéresser les témoins et les proches, mais aider la personne à faire des captures d'écran, Mhm. parce qu'on est sur les contenus, ils apparaissent et puis après, c'est difficile de les retrouver. Mais on ne sait pas toujours comment on aura envie de réagir dans 6 mois, dans un an. Parfois, on a envie en fait de porter plainte parce qu'on trouve que les choses ont été trop loin. Et le fait d'avoir pu conserver une série de preuves en fait dans un futur dossier pénal, moi, ça me semble être Mhm. important. C'est lourd à porter individuellement. Et donc, par exemple, moi, mon fiancé, il sait bien, quoi. Quand il voit des trucs sur les réseaux qui passent et qui sont de l'ordre des cyberviolences, il prend une capture d'écran, il met ça dans un dossier auquel j'ai accès, mais que je vais très peu consulter pour être honnête. Et c'est une trace. Et si cette personne récidive, si elle recommence et qu'à un moment donné, j'en ai marre, eh ben, c'est assez facile pour moi de me rendre au commissariat avec du contenu et des choses à montrer. Excellent, excellent conseil. Je pense que ça va en aider plus d'une et plus d'un quand ils verront ce replay. Alors, on va bientôt s'acheminer vers la fin de notre live, mais avant ça, on se rend toutes les deux disponibles pour une session de questions-réponses. Alors, soit sur peut-être des choses dont on a parlé et qui vous ont fait rebondir ou d'autres questions auxquelles vous avez pensé. Donc profitez-en. Bon, moi je suis sur Feedbetter, donc voilà, vous savez où me trouver. On a la chance cependant d'avoir Margot avec nous aujourd'hui. Donc si vous avez des questions peut-être plus spécifiques à son travail, sur
sa vision des choses, sa perception de ce qu'on pourrait faire, etc. Et à la fin de ce live, bien entendu, on vous diffusera donc les dispositifs d'aide qui sont disponibles. On vous les écrira dans ce live. Donc, est-ce que vous avez des questions à adresser à Margot ou à adresser à moi? Alors, je vois qu'il y a une question. Matt Fanfan nous dit, est-ce que des propositions de loi sont déjà en cours au niveau européen? Ben alors, hormis du coup ce Digital Service Act auquel j'ai fait mention, mais qui donc concerne beaucoup plus les plateformes, à ma connaissance, ça reste encore assez timide. Après, c'est un sujet qui commence à de plus en plus émerger dans voilà, dans la sphère publique et politique. Nous, en Belgique, on a vraiment un très très gros retard là-dessus, qui est assez technique et donc je ne vais pas savoir expliquer ici, mais ce dont c'est qu'en fait, beaucoup de législations nationales commencent un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais vous, en France, vous avez bientôt, j'espère, la mise en œuvre d'un truc que je trouve génial. Ce sont les amendes pour cyber-outrage sexiste en ligne. Une association qui s'appelle Stop Ficha et qui fait un travail génial, qui est allée trouver chaque député de l'Assemblée nationale pour les aider à rédiger en fait un texte de loi sur le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, de la même manière qu'on peut recevoir dans sa boîte aux lettres un PV pour excès de vitesse parce qu'on a dépassé de 10 km/h la vitesse autorisée, eh bien, on pourrait à terme, en France en tout cas, recevoir un PV aussi à la maison parce qu'on a tenu des propos racistes, des propos sexistes, des propos homophobes sur les réseaux. Et ça, moi, je crois qu'en termes d'innovation législative, on commence à justement un peu innover et à faire des choses qui vont avoir un effet. Parce que je crois que tu insultes une fois, tu insultes deux fois, mais à la troisième amende, là, tu vas commencer à réfléchir. Absolument. J'avais entendu parler de cette mesure. Alors, attends. Alors, il y a Si Scotty Mom qui nous dit la cyberviolence et la cybersécurité sont-elles pensées dans les collèges et les lycées, entre parenthèses, en cours d'éducation civique, par exemple? Alors, je n'ai pas la réponse pour la France, peut-être que toi tu l'auras. Nous, comment ça fonctionne ici en Belgique? Il n'y a pas, c'est pas genre une obligation, ça fait pas partie des sujets à forcément aborder, mais de plus en plus, beaucoup de profs commencent à l'aborder dans l'équivalent de cours dont la personne fait mention, pour nous, cours de citoyenneté. Et en fait, c'est venu comment? C'est venu beaucoup des questions en fait des jeunes là-dessus. Et du coup, ben, la prévention est venue un peu en décalage. Donc, nous, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'on avait plein de profs qui avaient plein de questions sur les cyberviolences en ligne, mais pas du tout de formation pour y répondre. Et donc, de plus en plus, c'est des questions qu'on commence à aborder aussi dans la formation des professeurs et des professionnels de l'éducation. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, tu ne sais jamais résoudre le problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici en Belgique, on a un cours qui vient d'être rendu obligatoire. Alors, ce n'est pas encore la panacée, mais ça commence à bouger, qui s'appelle un cours d'éducation à la vie relationnelle et affective, qui a lieu dans le cursus et qui aborde par exemple de plus en plus, qui aborde plein de questions en fonction de ce que les élèves ont envie d'approfondir, mais qui sont notamment prêts à répondre à des questions sur le consentement et notamment le consentement dans le cadre numérique. Et ça c'est vraiment super important parce que pour revenir à ton intro sur ce n'est pas de ma faute si moi j'envoie une photo de moi dénudée, en fait j'ai le droit et c'est la faute de la personne qui la diffuse, c'est sa faute à elle si c'est ça fait à elle de la diffuser et c'est sa faute. Eh bien ça, moi je crois très fort en ce type d'enseignement-là parce que c'est vraiment là qu'on va aller dénouer vraiment dans le détail toutes les ficelles de ces violences en ligne. Tout à fait. Et alors, à ma connaissance en France, pour répondre à Ciscotimum, pour le moment, ce n'est pas mis en place auprès des professeurs, que ce soit dans le primaire ou que ce soit dans le secondaire, donc collège-lycée. Mais je pense que ça va finir à un moment donné par arriver sur le tapis, puisque on ne peut plus ignorer cette réalité qui est que très très tôt et très très jeunes, ils ont accès à ce monde des réseaux sociaux et que le problème sera là.
Donc, il va bien falloir en faire quelque chose. Et au plus tôt on s'en saisit et on forme à la fois et les professeurs et on est dans une prévention aussi auprès des élèves, ce dont on parlait tout à l'heure, de repérer des cyberviolences. Qu'est-ce que Ouais. c'est une cyberviolence? Comment on s'en protège ou comment on signale si on en est témoin? Au plus on va pouvoir aider de manière assez homogène parce que dans ce côté très strat, c'est vraiment cet effet millefeuille, c'est un système, on ne le répétera jamais assez. Le cyber-harcèlement ou le cyber-violence, c'est une histoire de système et ce n'est pas d'aller former un service et pas un autre, ou des élèves et puis personne, c'est vraiment tout le monde. Voilà, alors j'ai vu passer une question au sujet de Feel Better. Lolo de Nice 06 nous demande, est-ce que les psychologues de Feel Better peuvent aider les victimes de cyberharcèlement? Oui, alors oui et oui. Merci Lolo de Nice 06 pour cette question. Autant les adultes d'ailleurs que les enfants et les adolescents, Feel Better reçoit les mineurs sous autorisation parentale bien entendu. Donc chaque praticien va être formé, que ce soit aux adultes ou aux enfants ados ou à la parentalité, parce qu'on voit aussi qu'il y a pas mal de parents Oui. qui nous sollicitent et qui disent bah voilà, je suis à l'étranger et il y a du bullying ou il y a du cyberbullying, mais je suis démunie, je sais pas quoi faire, je sais même pas ce que c'est les aides, je sais même pas ce que sont mes droits et je suis dépassée Ouais. par ce que mon enfant vit. Ouais. Donc effectivement, on les reçoit, bien sûr, on accueille la parole, hein, que ce soit de la victime elle-même, quel que soit son âge, ou de l'entourage, Mhm. pour essayer de déjà placer des mots. Une victime, on le sait, ne va pas forcément aussi tout révéler d'un coup d'un seul, selon la gravité de ce qu'elle a vécu ou depuis combien de temps elle le supporte. Ça prend du temps, des fois, et on vient bien sûr en soutien à l'entourage, à la famille ou aux parents quand ce sont des mineurs, et les accompagner step by step dans tout ça. C'est incroyable. Franchement, ce travail est précieux et j'ai l'impression qu'il faudrait au moins que vous soyez 10 de plus ou 20 ou 100 de plus pour arriver à pallier à tout ça dans la société parce que, comme tu dis, en fait, on va arriver à un moment donné, j'ai l'impression, où il n'y aura plus un seul jeune et une seule jeune qui n'aura pas vécu ça au moins une fois dans sa vie. Et à partir Mm. du moment où on n'arrive pas à y répondre de manière massive, et puis en fait, ça va créer des personnes qui vont vivre avec ça toute leur vie, quoi. Donc, franchement, moi, ça me désole et des fois, je comprends pas comment. Enfin, ça, c'est mon côté militante, mais je comprends pas comment le monde n'arrête pas de tourner, en fait. Tu vois, quand tu as Mm. un séjour sur une question comme celle-là, tu te dis, mais purée, il y avait tellement de moyens d'éviter ça, en fait, tu vois, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau des plateformes, que ce soit au niveau de la sensibilisation des autres jeunes. Enfin, Mm. c'est vraiment un agglomérat de toutes des conditions, de mauvaises conditions qui viennent générer des situations comme celle-là, quoi. Absolument. Absolument. Et ça devrait justement susciter un sentiment de révolte et de pousser tant les institutions que les personnes de manière générale à se dresser contre ça et à agir. J'espère que ça changera. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à adresser à Margot ou à moi-même? Je crois qu'on a été hyper complète, hein, en vrai. J'ai rarement eu l'occasion d'aborder le sujet de manière aussi large. C'est vraiment super rare. Et donc, autant dans les médias, ça m'arrive d'en parler, mais en général, on a 1 minute 30, quoi. Donc, c'est génial d'avoir pu en parler vraiment sous toutes les facettes. Alors justement, on a des félicitations. Donc, j'ai vu plus haut dans le chat que tu as eu des félicitations de plusieurs internautes. Voilà, donc qui te remercient pour tout ton travail, qui t'en félicitent. Il y a Fab Delaunoy qui nous a dit bravo. Il y a Martine Go qui nous dit bravo mesdames, votre discours et votre positionnement fort permettront de faire avancer la prise de conscience. Hein. Eh ben, c'est ce qu'on espère. Et franchement, moi, je voudrais peut-être finir sur une note positive, c'est qu'en fait, les réseaux sociaux ont permis des choses Oui. très importantes
pour notre société. Tous les témoignages qu'il y a eu, notamment liés aux violences faites aux femmes, qui ont pu émerger parce qu'il y avait des réseaux sociaux et parce que il y avait des espaces dans lesquels déposer ces témoignages-là, c'est quand même des avancées de société qui sont importantes. Moi, je dis toujours, les cyberviolences, c'est un peu cette face cachée, quoi. Finalement, allez, on a vraiment, enfin, rien n'est blanc et rien n'est noir dans la vie, en fait. Et les réseaux sociaux sont bien la preuve de cela. Et c'est pas parce que c'est le numérique et donc quelque part de l'informatique et donc un truc technique qu'on ne doit pas pouvoir le maîtriser. Et donc, je trouve ça assez important de continuer dans cette direction, de se dire, bah, en fait, on va améliorer les choses, on va améliorer le cadre et on va voir que le développement futur sera meilleur et plus à l'avantage des femmes et des minorités. Oui, je partage tout à fait ça. De toute façon, si le pire, entre guillemets, peut en sortir, ça veut dire que par essence, le meilleur aussi peut en sortir. C'est bien sûr une histoire, effectivement, comme le disait l'Instagrammeuse qui nous regarde, Martine Gou, euh, une histoire d'éveil des consciences, de prise de conscience aussi. Je pense que c'est important que les gens comprennent que ça n'arrive pas qu'aux autres et que on est à un moment donné tous témoins de quelque chose sur les réseaux et qu'on peut agir. Donc voilà. Alors je lis une question et il y a un commentaire. Je vais lire la question juste après. Il y a Vagang 1002 qui nous dit éduquer vos enfants dès le plus jeune âge sera plus efficace que la prévention une fois trop tard. Ah ben ça c'est sûr, hein, c'est ce qu'on disait de toute façon qu'il y a quand même une énorme part éducative, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu là les deux versants, c'est-à-dire tant les générations qui arrivent et où il y a vraiment un travail d'instruction et d'éducation à cette thématique, mais pour toutes les personnes qui sont déjà adultes ou qui sont jeunes adultes et qui malheureusement n'ont pas eu accès à cette prévention, il y a vraiment voilà, hein, ce double effet qu'on doit faire. Euh, alors, il y a Chloé Do ou Doé, je ne sais pas si j'ai écorché, je suis désolée. Alors, bonjour, comptez-vous faire une campagne de sensibilisation avec vos professionnels de santé dans les écoles, collèges, lycées? C'est une excellente question. J'aimerais beaucoup, j'y ai déjà beaucoup pensé. Pour être honnête, la particularité de Feel Better, c'est que, comme je ne sais pas si tu le sais, cher internaute, mais nous, on est vraiment partout dans le monde. Donc, il faut accessoirement que j'ai des professionnels de santé à proximité pour qu'ils puissent intervenir en France. Mais par contre, ils peuvent, ça s'organise, hein, intervenir aussi, imaginons, pour les psys qui, je ne sais pas, sont en Australie. Bon, bah voilà, de dire, OK, est-ce qu'on peut intervenir parce que on le sait très bien, c'est un problème, pas que chez les francophones, partout dans le monde, ils ont des problèmes de cyberviolence. Mais je pense que oui, il faut qu'il y ait des professionnels de santé parce que juste éduquer en disant voilà, ça c'est des comportements bien ou moins bien, ça c'est autorisé, ça c'est interdit, etc. Mais pour que quelqu'un s'identifie, il faut qu'il comprenne comment ça peut le toucher C'est ça. et quelles sont les conséquences que ça peut avoir. Et ça, en effet, c'est les psychologues qui peuvent aller au-devant des institutions et dire, bah écoute, voilà, imagine ça, ça t'arrive, bah, voilà ce que ça peut te faire, ou voilà ce que ça a fait à ton ami. Et je pense qu'au plus, on sera aussi dans quelque chose de beaucoup plus représentable pour les jeunes générations, au plus on va les aider à comprendre pourquoi certaines pratiques sont interdites ou pourquoi on doit signaler certaines pratiques. Bien sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Bien, eh bien écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là, tout le monde, pour ce live, sauf s'il y a vraiment une question urgentissime que vous voulez poser à Margot et à moi. Merci infiniment, Margot, pour tout ce que tu nous as dit, le temps que tu as accordé à ce live, parce que je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup de personnes. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés. Euh, je te laisse. Alors,
il y a Vangang qui nous dit non, non, je ne suis pas d'accord. Les parents ont un rôle important à jouer et pas l'éducateur au psychologue. Oui, bien sûr, mais ça, voilà, c'est alors ce qu'on entend par, je pense, hein, je parle pour nous deux, Margot, tu me diras, mais quand on parle d'éducatif, on ne parle pas stricto sensus de l'école, on parle vraiment de l'éducatif dans son global et bien entendu, voilà, hein, aux parents ou aux personnes qui sont aux côtés des jeunes ou des plus petits au quotidien. Margot, je te laisse le mot de la fin. Un dernier message au sujet de cette thématique. Bah alors d'abord, merci à toi vraiment pour ton accueil et pour ton investissement et votre investissement en général sur cette question. C'est super, super important. Merci aussi aux personnes qui nous ont suivis. En plus, c'était un jour de congé et il fait encore un peu beau dehors, donc Ouais. peut-être que ça va se donner aussi envie. Mais pour terminer, ben, en disant que c'est une problématique importante, qu'il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous quand vous suspectez qu'une personne est victime et ciblée par des cyberviolences, de bien prendre le réflexe d'envoyer les bonnes ressources. Et il y en a plein ici qui ont été abordées et j'imagine qu'elles seront compilées quelque part dont on pourra facilement avoir accès. Enfin, je pense que vraiment le contenu pour nous aider commence à être de plus en plus grand et les personnes aussi qui sont spécialisées là-dedans. Et donc, pas hésiter à être Mm. dans les écoles, de les valoriser, voilà, d'en parler vraiment au plus grand nombre de personnes possible parce que, comme on le disait, en fait, potentiellement, on pourrait toutes et tous être touchés un jour. Et voilà, et encore merci. C'était vraiment très, très chouette. J'en reviendrai. Bah écoute, quand tu veux. Et avant donc de clôturer tout ça, on va communiquer en effet les aides possibles. Donc on a cité Stop Ficha tout à l'heure. Donc Stop Ficha qui est une association française qui est très active et sur laquelle vous pouvez aller signaler des contenus dont vous êtes victime ou dont vous êtes témoin. Vous avez également le 3919 qui est le dispositif national de lutte contre les violences faites aux femmes, sachant que même si vous êtes un homme, vous pouvez également appeler le 3919. C'est gratuit, c'est anonyme. C'est important ça de le savoir, c'est gratuit, c'est anonyme. Donc vous pouvez appeler, c'est ouvert 24 heures sur 24. Pour les cyberviolences en France, vous avez le 3018. Donc là, c'est vraiment pour uniquement signaler le contenu. Je précise que le 3018 n'a pas vocation à recueillir vraiment la parole, etc. C'est vraiment pour uniquement signaler votre contenu. Hein. Donc voilà, si vous voulez par contre parler plus de ça, vous pouvez appeler d'autres lignes d'écoute ou n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de santé. Il y a également en France France Victime qui, là, par exemple, peut recueillir la parole sur ce que ça a fait ou quelles sont les aides également juridiques possibles ou psychologiques possibles. C'est le 116 006. 116 006 France Victime. Enfin, vous avez donc Feel Better où vous pouvez consulter évidemment un professionnel de santé si vous vraiment vous avez ce ressenti que vous êtes profondément impacté ou que ça ne va pas du tout, que vous remarquez que votre état émotionnel n'est pas bon ou que vous commencez à avoir des idées noires, des choses comme ça, ou que vous ne comprenez pas ce qui vous est arrivé, faites appel à un professionnel de santé. On est là pour ça, on est là pour vous. Vraiment, n'hésitez pas. Il n'y a aucune honte à solliciter un psychologue, c'est notre travail. On sera là pour vous. Dernière indication sur Feel Better, on a un numéro d'urgence qui est disponible en libre accès, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas inscrit sur Feel Better, vous avez territoire pas territoire, c'est-à-dire même si vous êtes dans des îles et autres, où vous avez des numéros d'urgence en accès direct. Donc, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Merci tout le monde. Je pense qu'on peut arrêter ce live. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis et merci encore, Margot, pour la qualité de ton Avec intervention. plaisir. Salut, à la prochaine. Au revoir. Salut.